Ça, c'est le tout nouveau Outlander PHEV 2023. Qu'est-ce qu'il propose de nouveau cette année? Eh bien, c'est pas compliqué, absolument tout est nouveau. Alors, installez-vous confortablement parce que, comme vous allez voir, ça, c'est pas mal le véhicule le plus important de Mitsubishi en Amérique du Nord depuis très, très longtemps. On est en 1999. Tommi Mäkinen vient d'être titré champion du World Rally Championship au volant de sa Evo 6. C'est la 4e année consécutive que Mäkinen remporte le titre sous la bannière des Trois Losanges. Toujours en 1999, Mitsubishi comptait déjà aussi 5 victoires dans l'épreuve d'endurance la plus réputée au monde, le Paris-Dakar, et ce en seulement 15 ans. Et à partir de 2001, c'est rien de moins que 7 autres titres de suite que Mitsubishi remporta au Dakar. C'était une domination totale. Moi, aujourd'hui, j'ai 30 ans. Alors, j'étais assez jeune à cette époque-là, mais je me souviens quand même très bien de la domination de Mitsubishi en WRC et au Dakar. C'était un peu comme David contre Goliath. Il y avait des pubs de leur exploit dans à peu près tous les magazines automobiles. Ils se battaient contre les plus grandes marques automobiles au monde, comme Toyota, Ford ou Volkswagen. Et même à ça, ils trouvaient toujours le moyen de gagner. C'était vraiment la mentalité win on Sunday, sell on Monday. Et ils vendaient le lundi parce que tout le monde aimait Mitsubishi. Il y avait une espèce de culte autour de cette marque-là. Et bref, il était vraiment au top. Alors, 20 ans plus tard, on pourrait se demander qu'est-ce qui est arrivé pour qu'il passe de ça à ça. Comme toujours, ça. Parce que c'est toujours ça l'histoire, hein? En étant ingénieux, ceux qui ont moins de budget peuvent trouver le moyen de gagner pendant un certain temps, mais tôt ou tard, des facteurs externes finissent inévitablement par ébranler les colonnes du temple de l'économie mondiale. Et quand ça arrive, c'est la fin de l'histoire Cendrillon pour les joueurs marginaux. Pour survivre, ils doivent couper leurs coûts en commençant par se retirer de la compétition et parfois même en finissant par aller jusqu'à vendre leur âme aux plus offrants. Et je trouve ça triste parce que dans un monde de Civic Type-R, de Elantra ou de Kona N, de Corolla GR, de BRZ, de Golf R ou même de Nissan Z, il me semble qu'il y aurait de la place pour Mitsubishi. Ce serait bon pour eux de ramener un genre de porte-étendard comme la Evo dans le temps pour amener plus de gens dans leur concession et faire découvrir leurs autres produits en même temps parce qu'un RVR, je veux dire, c'est un bon VUS, ça va super bien. Un Eclipse Cross, je vous le dis, c'est impressionnant de voir à quel point ça se débrouille dans la neige. Et un Outlander, ben, c'est pas compliqué. C'est un Rogue, mais avec un meilleur système de traction intégrale. Alors, à part peut-être la Mirage, ben, Mitsubishi n'ont pas à être gênés de leurs produits parce qu'en réalité, c'est bon ce qu'ils font. Et c'est peut-être aussi un peu à cause de ça que Nissan semble pas plus fringant qu'il faut pour donner à Mitsubishi tous les outils qu'ils ont besoin pour revenir au top. Et je sais très bien que les différences organisationnelles et financières sont énormes, mais l'idéaliste en moi ne peut pas s'empêcher de se demander à quoi pourrait ressembler Nissan, Mitsubishi et Infiniti en Amérique du Nord avec une stratégie de produit plus près de celle de Hyundai, Kia et Genesis. D'ici là, par contre, le réaliste en moi constate tout de même qu'heureusement pour Mitsubishi, ils ont toujours 3 atouts d'une importance capitale dans leur manche que leurs partenaires corporatifs n'offrent pas sur notre continent, soit la garantie disant 160 000 km, le super contrôle intégral et surtout le PHEV. Plus que 1000, ça c'est le nombre de précommandes d'Outlander PHEV que Mitsubishi ont enregistré juste au Québec cette année. C'est évidemment du jamais vu pour eux. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il y a autant d'engouement autour de ce véhicule-là. Alors, analysons-les un peu plus en détail. Premièrement, combien de VUS compact hybride rechargeables avec 3 rangées de sièges sont offerts sur notre marché en ce moment? 1. Et c'est l'Outlander PHEV. Son format est donc l'une de ses plus grandes qualités parce qu'à 4,7 mètres de long, il est littéralement à mi-chemin entre un RAV4 Prime et un Sorento PHEV qui lui se veut plutôt un VUS intermédiaire. L'Outlander peut donc offrir 3 rangées de sièges, et oui, on est relativement à l'étroit à l'arrière, mais ces sièges-là peuvent être pratiques de temps en temps, et quand on les rabaisse, on a droit à un bien meilleur volume de coffre que le reste du segment. Donc pour les familles, le format du Outlander est définitivement attrayant. Ensuite, la deuxième raison qui explique tout l'engouement qu'il y a autour du nouveau PHEV, c'est son autonomie électrique, parce que je ne me souviens plus combien de fois je vous l'ai dit, mais je le répète, c'est important. En moyenne, 89 % des Canadiens parcourent moins de 60 km par jour
Et ça, je pense que Mitsubishi l'ont très bien compris parce que l'autonomie du nouveau Outlander PHEV est de 61 km. Alors ça veut dire que la plupart des gens vont pouvoir faire leur trajet quotidien sans jamais faire baisser leur aiguille d'essence. Et j'ai même entendu des journalistes dire qu'en été, c'était relativement facile d'atteindre la barre des 80 km. Bon, en hiver, on s'entend, ça risque d'être un peu moins, mais vous comprenez qu'à partir de 60 km d'autonomie, ça commence à être pas mal intéressant pour pas mal de gens ici. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont comme option en ce moment dans cette gamme de formats et de prix-là? Eh bien, si on dresse le tableau, le RAV4 Prime et l'Outlander PHEV sont les seuls à surpasser le chiffre magique des 60 km, et ce qui explique leur aussi bonne autonomie, c'est la taille de leur batterie. Dans le cas du RAV4, on parle de 18 kWh, et pour l'Outlander, cette année, sa batterie passe de 13,8 à 20 kWh. Et à quoi on a droit quand on a un véhicule hybride rechargeable avec une batterie de plus de 15 kWh et plus de 50 km d'autonomie? Encore une fois, ça et 2 fois plus de ça en fait, parce qu'au fédéral, en haut de 50 km d'autonomie, la subvention passe de 2 500 à 5 000 $, et c'est la même chose au provincial, sauf que eux, ce qu'ils regardent, c'est la taille de la batterie. Alors la troisième raison qui explique pourquoi il y a eu autant de précommandes du nouveau PHEV 2023, c'est qu'il vient avec 10 000 $ de subvention, et ça, comme on dit ici, ça commence à faire pas mal de bacon. Et une quatrième raison, c'est qu'il n'y a pas seulement la capacité de la batterie qui a augmenté cette année, la puissance aussi, parce que sous le capot, on a encore un 4 cylindres de 2,4 litres sans turbo, qui développe un relativement modeste 131 chevaux et 143 livres-pieds de couple. Mais pour ce qui est de la puissance des deux moteurs électriques, là, on parle tout de même d'une augmentation de 40 %. Donc, on se retrouve avec une puissance combinée de 248 chevaux, ce qui est moins que certains concurrents, mais si on observe le couple combiné, par contre, à 332 livres-pieds, l'Outlander PHEV surpasse de beaucoup ses rivaux. Il ne faut pas oublier que cette puissance-là est transmise aux 4 roues via l'un des meilleurs systèmes de traction intégrale au monde et qui a été amélioré en plus cette année pour pouvoir envoyer jusqu'à 54 % de la puissance à l'arrière, en plus d'offrir un système assez sophistiqué de répartition du couple qui permet de rester bien en contrôle l'hiver. Et pour revenir à la puissance électrique, il faut dire que c'est souvent ça le problème avec les PHEV, parce que en mode électrique, excusez le terme, mais ça peut être un peu vache. Alors si on veut dépasser, par exemple, qu'est-ce qui arrive? On va peser sur la pédale au fond, et là, le moteur à essence va s'activer, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, ce qui est le fun ici, c'est qu'on a beaucoup plus de puissance, ce qui fait que c'est pas mal plus fun de rouler en mode électrique. Et si on veut s'énerver, là, avec le moteur à essence en plus, ça avance pas mal plus que le Outlander à essence, et ça avance même pratiquement comme si on avait un V6, mais sans la facture d'essence. Ou presque. Parce que parlons-en justement de la consommation d'essence, qui est un peu le point faible du PHEV sur papier. Parce que voyez-vous, quand la batterie est vide, la cote de consommation combinée est de 9 litres au 100 km, ce qui n'est pas exceptionnel par rapport au RAV4 Prime, par exemple, qui est à 6. Par contre, en réalité, la batterie n'est jamais vraiment vide, puisque le moteur à combustion entraîne seulement les roues avant, et vu que le PHEV a la traction intégrale, une partie de l'énergie du moteur à essence va être transformée en électricité via le système hybride pour alimenter le moteur à l'arrière. Alors, la meilleure façon de vous imaginer l'état de charge de la batterie quand son autonomie est à 0, c'est d'imaginer une courbe de rythme cardiaque. Donc, quand le système hybride fonctionne, elle se recharge un peu, et quand elle est assez pleine, le système électrique prend le relais, la décharge et le cycle recommence, ainsi de suite. Et ce qui est bien aussi cette année, c'est que pour optimiser la charge de la batterie, Mitsubishi ont offert au PHEV 3 caractéristiques assez intéressantes et assez rares aussi dans cet univers-là. La première, c'est qu'on a le freinage régénératif où les deux moteurs électriques vont pouvoir récupérer de l'énergie quand on décélère, même principe qu'avec une auto électrique. La deuxième, et non la moindre, c'est qu'on a droit à une pompe à chaleur, et ça c'est bien parce que c'est pas mal plus éco-énergétique, parce que pour réchauffer l'habitacle, là, le moteur à essence va être beaucoup moins sollicité. Et finalement, la troisième, c'est que le chargeur à l'arrière est compatible avec les bornes de niveau 3. Donc, sur une borne de niveau 2 à la maison, vous allez pouvoir faire le plein d'électrons en à peu près 6h30. Mais sur une borne rapide de niveau 3, là, passer de 10 à 80 % de charge, ça va vous prendre 38 minutes, ce qui est excellent. Pour ce qui est du design extérieur et intérieur, on va passer rapidement puisque, comme vous pouvez voir, c'est littéralement identique au Outlander à essence qu'on a déjà essayé. Donc à l'extérieur, à l'exception peut-être du bouclier dynamique de la calandre qui polarise un peu,
je pense qu'on peut dire que Mitsubishi ont fait du beau travail, particulièrement au niveau de la partie arrière avec les feux très minces et son toit très droit, qui lui donne un look que je trouve vraiment élégant. Pour ce qui est de l'intérieur, on a toujours un écran multimédia de 9 pouces et un autre de 12,3 pouces derrière le volant, et j'aime particulièrement l'infographie du cadran à gauche qui nous montre vraiment comment le système hybride fonctionne. Donc parfois, c'est seulement le moteur à essence qui travaille, parfois c'est seulement l'électrique et parfois c'est les deux ensemble. Donc ça fait en sorte qu'on a toujours tendance à vouloir optimiser notre conduite pour solliciter le moins possible le moteur à essence. Sinon, pour ce qui est de l'infographie du système multimédia, c'est pratiquement identique à celui du Rogue chez Nissan et comme j'ai déjà dit, c'est parfait comme ça parce qu'il fonctionne très bien. Mais par contre, là où l'Outlander a vraiment une longueur d'avance sur ses concurrents à mes yeux, c'est au niveau des matériaux qu'on retrouve à bord, puisque les cuirs à surpiqûre en losange dans les versions plus haut de gamme, c'est très chic. Et même si notre version à l'essai était seulement le LE, donc le deuxième moins cher après le ES, ça reste que quand on observe les combos de couleurs, l'intérieur des portes, le tableau de bord, la console centrale, tout est beau, tout a l'air solide, tout est bien pensé, et bref, c'est ce qui fait en sorte qu'on se sent juste bien quand on est à bord de l'Outlander, même en version de base. Donc maintenant, si on récapitule, 3 rangées de sièges, 61 km d'autonomie, un prix entre 47 et 57 000 $, moins les 10 000 $ de subvention, beaucoup plus de puissance, une cote de consommation un petit peu plus élevée quand la batterie est vide, mais il y a plusieurs moyens pour éviter ça, notamment avec la pompe à chaleur et la recharge de niveau 3, un look élégant, habitacle très bien ficelé et une garantie de 10 ans, 160 000 km sur le groupe motopropulseur et sur la batterie. Alors, c'était pas mal tous les ingrédients qu'il fallait à Mitsubishi pour faire exploser leur carnet de commandes, ce qui est arrivé. Et selon moi, les plus de 1000 Québécois qui ont commandé un Outlander PHEV 2023 ne seront pas déçus parce que pour ici, en termes de choix logique comme véhicule pour la famille moyenne, ben honnêtement, c'est dur à battre. C'est donc sur ce que se termine la capsule d'aujourd'hui. Alors si le Mitsubishi Outlander PHEV 2023 vous intéresse, je vous invite à passer voir nos amis chez Mitsubishi Grande-Bay ou Mitsubishi Drummondville. Et d'ici là, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Et là, je vous dis, on se revoit bientôt dans une prochaine capsule.